La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Je retrouve Dominique Morello, qui est biologiste de formation, ancienne directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la différenciation des cellules et de l'ARN messager, et qui a travaillé pendant presque 20 ans à l'Institut Pasteur à Paris, entre 1976 et 1995, avant de monter sa propre équipe à Toulouse. La semaine dernière, on a parlé en détail de cette différenciation des cellules dans l'embryon et du rôle de l'ARN messager pour fabriquer, coder, comme on dit, des protéines qui auront des actions différentes suivant l'endroit, suivant les cellules dans l'organisme. Cet ARN messager, j'ai compris, Dominique, qu'il avait une durée de vie assez courte. C'est-à-dire quand il faisait son travail, si je peux parler avec des mots courants, après avoir fait son travail, eh bien, il se désintègre, il disparaît. Mais cette durée de vie dépend des circonstances. Et si on veut utiliser l'ARN messager, par exemple pour des fins thérapeutiques, ce qui est venu à l'idée de chercheurs depuis très longtemps, je crois depuis plus de 40 ans, c'est important de pouvoir le traiter. Il y a plusieurs problèmes avec cet ARN, et en particulier sa durée de vie. Et je crois que tu as travaillé sur ce sujet, en particulier, tu as travaillé sur beaucoup de choses, mais en particulier ce sujet de la durée de vie de l'ARN messager, comment on peut travailler là-dessus, comment on peut éventuellement changer sa durée de vie. Elle dépend d'interactions avec des protéines aussi, d'après ce que j'ai compris que tu m'as dit. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de ce sujet, s'il te plaît? Et puis après, on parlera de l'utilisation de l'ARN pour des fins thérapeutiques, en particulier les vaccins, parce que ça intéresse les gens. Tout à fait. Alors effectivement, j'ai travaillé pendant très longtemps sur ce qu'on appelle le contrôle de la stabilité des ARN messagers. Alors certains ARN messagers qui remplissent des fonctions, on va dire, banales et très identiques d'une cellule à une autre, ont des durées de vie qui sont très longues. Mais d'autres, comme par exemple des ARN messagers qui codent pour des protéines impliquées dans la régulation de la division cellulaire, eux, dure très peu de temps. Excuse-moi, très long, ça veut dire quoi? Alors, très long, ça peut être une vingtaine d'heures, par exemple, et très court, c'est de l'ordre de la minute ou de 10 minutes. Et c'est important de comprendre que si un ARN messager reste longtemps dans la cellule, il va servir de matrice pour fabriquer des protéines pendant très longtemps. Par contre, s'il est très instable, très peu de protéines, finalement, vont pouvoir être faites. Donc cette stabilité, elle est contrôlée en très grande partie par l'interaction de l'ARN messager avec des protéines. Et moi, j'ai travaillé pendant très longtemps sur des protéines qui soit stabilisent l'ARN messager, soit au contraire instabilisent l'ARN messager. Et ce contrôle de la stabilité des ARN messagers est très important dans les cellules tumorales, les cellules cancéreuses, parce qu'il y a un grand nombre d'ARN messagers qui codent pour des protéines oncogéniques, c'est-à-dire qui sont responsables du cancer, dont la durée de vie va changer entre les cellules normales non cancéreuses et leur durée de vie dans une cellule cancéreuse. Et de mieux connaître la durée de vie et pouvoir agir sur la durée de vie de cet ARN, est-ce que ça peut permettre d'avoir des fins thérapeutiques pour le cancer, ou on n'est pas encore là? On n'en est pas encore tout à fait là. Moi, j'ai travaillé longtemps. Malheureusement, je suis arrivée j'ai arrêté de travailler dessus avant qu'il y ait les ARN vaccins, mais je pense que ça aurait été bien que je prolonge mon travail et j'aurais eu plus de financement. Donc cette problématique de la stabilité de l'ARN messager, c'est en particulier ce qu'ont rencontré des personnes qui ont essayé de mettre ces techniques de vaccins ARN messager au point. En fait, il y a plusieurs problématiques qui se posent. Le premier, c'est que l'ARN messager, si on l'injecte dans un organisme, il va déclencher une réponse inflammatoire, une réponse immune. Si on l'injecte tel quel, quoi. Si on ne prend pas de précaution. Si on ne prend aucune précaution,
C'est ce qui se passe quand, par exemple, un organisme est infecté par une bactérie. Elle va déclencher cette première réponse immune, inflammatoire, qui a pour but de lutter contre l'infection. Si on injecte un ARN comme ça va déclencher ce genre de problème. Donc on n'en veut pas. Le deuxième problème, c'est que l'ARN messager, comme on vient de le dire, se dégrade extrêmement facilement. Donc, il faut le protéger de la dégradation. Et pour ça, dans les 20 dernières années, il y a eu beaucoup de techniques qui ont été mises au point. En particulier, on les empaquette dans des petites boules de graisse, des petites boules lipidiques, et dans lesquelles ils sont complètement invisibles pour les... À ce moment-là, il n'y a plus de réaction inflammatoire du tout. Il n'y a pas de réaction inflammatoire du tout, et il n'y a pas de dégradation de l'ARN messager. Mais ça, il fallait le trouver. Donc, il y a eu pas mal de recherches avant, depuis très longtemps, pour trouver la manière d'empaqueter l'ARN messager, c'est ça ? Déjà, la manière de rendre invisible, de mettre une cape d'invisibilité à l'ARN messager pour qu'il ne stimule pas de réaction immune. Et ensuite, la manière de le protéger de la dégradation. Il y a énormément de recherches qui ont été faites dessus, et rendons hommage à Katalin Karikó, qui pendant plus de 40 ans a travaillé sur l'idée d'un ARN thérapeutique, et qui a, avec son collègue Drew Weissman, mis au point des modifications d'ARN qui le rendent invisible au système immunologique et qui lui permettent toujours de fabriquer des protéines. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire un ARN vaccin et pas un vaccin ADN comme on fait normalement? C'est qu'on s'affranchit d'une étape. Comme je disais la fois précédente, normalement, on a de l'ADN qui est transcrit en ARN, puis l'ARN est traduit en protéines. Mais si on fait si on fait un vaccin ARN, on s'affranchit de l'étape ADN-ARN, on a déjà l'ARN, et l'ARN va être utilisé par la machinerie cellulaire pour être traduit en protéines, la protéine d'intérêt pour laquelle, par exemple, dans le cas de la Covid-19, on va faire des anticorps dirigés contre la protéine Spike. Est-ce que j'ai bien compris que dans les vaccins traditionnels, donc à ADN, il y a aussi une étape de formation d'ARN? Alors, dans les vaccins traditionnels, on a un ADN qui va être transcrit en ARN, puis cet ARN va être traduit en protéines. Et certains problèmes de ces vaccins à ADN, c'est que l'ADN peut s'intégrer dans le génome de la personne dans laquelle on injecte le vaccin. Donc quand les gens parce qu'on a entendu tellement de choses là avec ces histoires de vaccins ARN, quand les gens disent qu'ils ne voulaient pas de ce vaccin parce que ça pouvait faire des problèmes avec le génome, c'est le contraire. Il y a moins de risques d'utiliser un vaccin à ARN avec un ARN qui est forcément très instable, même si on le protège de la dégradation, plutôt qu'un vaccin à ADN qui peut s'intégrer dans le génome et provoquer plus tard des problèmes qu'on n'aimerait pas avoir. Donc en fait, tu parlais de Katalin Karikó, on peut peut-être dire un petit mot parce qu'elle a quand même une histoire extraordinaire. Donc elle est née en Hongrie, elle a commencé à faire une thèse en Hongrie, après elle a été obligée de partir. Oui, alors elle a commencé sa thèse dans le laboratoire de Monsieur Thomas, et c'est là qu'elle a rencontré l'ARN, et avec cette obstination qui lui a été caractéristique, elle n'a pas cessé de travailler sur l'ARN. Et ça, c'était il y a plus de 40 ans. Voilà, il y a plus de 45 ans, et malheureusement, elle n'avait pas de bourse en Hongrie pour continuer son travail. Elle a demandé à beaucoup de laboratoires en Europe d'avoir une bourse et de venir travailler chez eux, mais elle n'a pas pu. Donc elle a migré aux États-Unis. Elle a été admise en Philadelphie, et puis elle a été de galère en galère, parce que l'ARN est une molécule qui est beaucoup moins noble que l'ADN, donc les gens la regardaient de très haut. Et puis, après beaucoup de galères, elle a rencontré, on dit à la photocopieuse, un immunologiste qui travaillait sur le virus du sida,
et qui, lui, essayait de mettre au point un vaccin contre le sida à ADN. Et c'est là qu'elle lui a raconté que ça serait beaucoup plus astucieux de faire un vaccin à ARN. Et il a été complètement emballé. Ils se sont mis ensemble et ils ne sont pas quittés pendant une trentaine d'années. Et ils ont fait donc toutes ces modifications de l'ARN pour le rendre invisible, pour qu'il ne soit pas dégradé, les empaquetages de l'ARN pour qu'il arrive au bon endroit et qu'il puisse être traduit en protéines. Et ils ont montré que l'ARN ainsi modifié faisait une quantité de protéines très importante et pouvait donc être utilisé comme vaccin. Et finalement, c'est toutes ces recherches qui ont permis de créer un vaccin tellement rapidement quand ça a été nécessaire. Exactement. En fait, tout le travail d'une trentaine d'années était là, avait été réalisé. Il ne restait plus que, bien que ce soit encore un gros travail, à faire les essais cliniques et à mettre le vaccin en circulation. Eh ben, j'espère qu'ils vont avoir une grande reconnaissance pour ça, parce que c'est vrai qu'en plus une femme, elle a eu aussi des problèmes, je crois, en tant que femme, de reconnaissance, en plus du fait d'avoir ces problèmes à cause du type de molécules qu'elle utilisait. Donc j'espère qu'elle va avoir une reconnaissance importante. Bien sûr, femme, hongroise, immigrée, elle avait beaucoup de qualités, mais qui n'étaient pas reconnues. Moi, je pense que le prochain prix Nobel de médecine, il devrait y avoir son collègue Drew Weissman et elle comme lauréat. Il faut espérer. Pour la petite histoire, moi j'ai lu une anecdote qui est plus qu'une anecdote, c'est que quand elle est partie de Hongrie, elle ne pouvait pas partir avec des devises étrangères, et elle a réussi quand même à le faire en mettant ses devises dans le nounours de sa fille qui avait alors 2 ans, et laquelle fille est devenue maintenant championne du monde d'aviron. Voilà, ça c'est un peu annexe, mais ça met un petit peu une certaine ambiance autour de cette femme extraordinaire. C'est annexe, mais c'est aussi grâce à sa fille, on va dire, le nounours qui avait transporté les quelques devises qu'ils avaient avec son mari, mais c'est aussi grâce à sa fille qu'elle emmenait à une compétition qu'elle a pu rencontrer le directeur de BioNTech, et qu'elle est devenue senior de BioNTech. Eh bien, c'est une histoire fabuleuse et je crois que ça va peut-être remettre, à jour les idées que les gens peuvent avoir sur ce sujet. Donc, merci beaucoup Dominique et on va encore se parler la semaine prochaine, cette fois-ci pour toute autre chose qui est pour tout ton travail sur la communication scientifique vers le grand public et puis les femmes. Donc, à la semaine prochaine. Au revoir, à la semaine prochaine.